Bon retour, pauvres humains. Installez-vous dans mon humble demeure. Allez-y, prenez un café, un thé, mettez-vous bien. Car aujourd'hui, les gens, on a des choses à se dire. Aujourd'hui, on parle de John Wick. Oh mon Dieu, John Wick. Bordel, je kiffe ce film. Ce film avait été à la base recommandé par un ami. Bisous à toi, tu te reconnaîtras. Et bien qu'à l'époque je bossais de nuit, et qu'il était impératif que je dorme à ces moments-là, j'ai commencé à regarder le film et j'ai rarement été aussi à fond. Du coup, nuit blanche. Mais je venais d'obtenir un souvenir marquant, et ce à cause d'une scène en particulier qui m'a littéralement fait hurler sur le film. Et je m'en vais vous conter pourquoi. Mais tout d'abord, petite présentation. John Wick est sorti en 2014 et a été réalisé par Chad Stahelski. Mais qui est Chad Stahelski, me direz-vous? Oui, dis-nous, bordel. Ah, ok, on se calme sur l'enthousiasme là. Eh bien, il s'agit d'un homme aux multiples casquettes, ayant énormément officié en tant que cascadeur, notamment en tant que doublure de Keanu Reeves lui-même, sur les Matrix entre autres. Et c'est également lui qui doublera et aura permis de terminer le film The Crow suite au tragique accident de Brandon Lee sur le tournage. Et oui, chez Silver, on aime la joie. En effet, au vu du passé du réalisateur, il n'est pas étonnant que le film comporte de nombreuses scènes d'action complexes et superbement mises en scène. Ok, après cette courte présentation, il est temps de démarrer le film. Et évidemment... Alerte spoiler. Hé, attends, je t'ai pas parlé de cet autre film avec Bruce Willis qui à la fin... Le film s'ouvre donc sur notre protagoniste, le bien nommé John Wick, en très piteux état. Il est interprété par Keanu Reeves, célèbre acteur canadien adoré de tous, qui néanmoins a connu une petite accalmie dans sa carrière, et qui nous fait son grand retour en tant que superstar d'action dans cette saga. Alors, petite parenthèse, quand je parle d'accalmie, je ne parle pas de rôle, le dude en avait quasiment un par an. On avait par exemple eu 47 Ronin l'année précédente et Man of Taichi en 2012. Non, là je parle plus en termes de rôle iconique. Par exemple, quand tu entends Neo, tu penses lunettes de soleil, trench coat en cuir et bullet time. Eh bien, quand tu entends John Wick, tu as directement en tête un costard, une barbe, des cheveux longs et un chien mort. Je m'avance, autant pour moi. Donc, John, bien mal en point, décide de se mater un petit porno avant de mourir car... Bah oui, vous êtes toujours chez moi, l'humour graveleux est au rendez-vous. Bon, en réalité, il regarde des vidéos de ce qu'on se doute être sa petite amie, voire sa femme, et il tombe dans les vapes. La scène suivante nous fait comprendre que l'on vient d'assister à un flash forward. J'explique en bref, flash forward est l'inverse du flashback. En gros, le flash forward vous montre ce qui va advenir, quand le flashback vous montre un élément passé. On peut donc voir John entamer sa routine matinale et se déroule en même temps un flashback. Oh mon Dieu, je viens de vous l'expliquer, comme ça se goupille bien. Un flashback qui nous fait comprendre par la mise en scène et à peine un dialogue que sa femme est morte d'une maladie il y a peu. Si peu d'ailleurs qu'il se rend à son enterrement. Ah là 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 là, j'adore commencer dans la joie et la bonne humeur comme ça. On constate qu'il est observé par une figure mystérieuse. Celle-ci s'approche de lui et oh mon Dieu, c'est le bouffon vert. Appelez Spider-Man, fuyez, éloignez-vous, malheureux. Ok, c'est Marcus, joué par Willem Dafoe, un acteur monumental avec une énorme carrière. Mais j'y peux rien. À la sortie Spider-Man, j'avais 7 ans. Du coup, ce mec est gravé dans ma tête comme le bouffon vert. Et No Way Home n'a pas aidé. La scène et le jeu d'acteur de Keanu permettent de caractériser un peu plus le personnage de John Wick. Marcus affirme simplement vérifier s'il va bien en cette période compliquée et lui est clairement sur ses gardes et le sonde du regard. Durant la réception qui suit l'enterrement, John reste à l'écart, complètement dans ses pensées. Par la suite, John reçoit un colis, qui se trouve être un chiot accompagné d'une lettre de sa compagne, qui a offert ce chiot à John pour que celui-ci réapprenne à aimer. Bordel, j'ai une poussière dans l'œil. S'ensuit un petit enchaînement de scènes mignonnes avec Daisy, c'est le nom de la JN. Arrive la scène de la station-service, où une bande de types quelque peu bruyants et russes apparemment, viennent faire le plein à côté de John. L'un d'entre eux, joué par Alfie Allen, plus connu comme Theon Greyjoy dans Game of Thrones, a apparemment flashé sur le véhicule de John et lui demande s'il la vend.
John lui signifie que non, celui-ci l'insulte en russe et John lui répond en russe, lui faisant comprendre qu'il le comprend et le gars s'énerve. J'ai beau savoir que ce genre de comportement existe, je comprends pas la logique. Le gars est en colère qu'on ait compris qu'il l'insulte. Bon, je pense que c'est plus une histoire de fierté, mais quand même quoi. John se rend sur un tarmac, et après un petit regard complice avec le gardien, celui-ci le laisse entrer pour s'adonner à sa passion, la tentative de s'éclater sur un camion. Écoutez, moi je ne juge pas, hein, chacun ses passions. Ces petits moments de bonheur insouciant, malheureusement, prennent fin lorsque John se fait agresser durant la nuit, en se faisant sonner par un coup de batte par derrière et tabasser violemment, apparemment pour lui voler sa voiture. Et ces immondes petites frappent violemment Daisy, qui meurt des suites de ses blessures. Bien évidemment, il s'agissait des 3 types de la station-service. Et c'est à partir de là que les scènes qui vont suivre sont très clairement un cas d'école sur comment on construit un personnage badass. Mais voyez plutôt, John enterre Daisy, et pendant qu'il nettoie le sang, sa rage bouillonne. Ok, on démarre l'enchaînement avec Aurelio, joué par John Leguizamo, le fameux Bruno dont on ne parle pas, à qui les malfrats viennent demander de blanchir le véhicule. Et là, regardez ce visage. Il sait à qui appartient le véhicule. Sa première question est « Comment tu as eu cette voiture ?» La scène est entrecoupée par John qui prend le bus pour se rendre chez Aurelio à son tour, chez qui d'ailleurs tout le monde a l'air de le connaître. John demande directement si son véhicule est là et Aurelio raconte le reste de la scène. On apprend enfin le nom de l'ennemi. Joseph Tarazov, fils de Vigo Tarazov, un mafieux influent. On apprend également la réaction d'Aurelio. Il lui a demandé de se tirer immédiatement, lui a demandé s'il a tué le propriétaire du véhicule et lui a punché la gueule. Par la suite, on se rend compte que Aurelio a des boules en adamantium. Et c'est ce mec-là qui est inquiet comme pas possible quand il voit qu'on a volé le véhicule de John. On constate aussi que John est un homme de peu de mots. Il se contente simplement de demander un véhicule et se tire. On continue dans l'enchaînement de la badasserie. Aurelio reçoit un appel. C'est Vigo, le mafieux influent et effrayant. Et là, on a la totale. I heard you struck my son. Il est de dos, en haut d'un building, avec une voix effrayante et ferme. La musique est également sombre, et quand Aurelio lui explique, il se contente d'un. Oh. Avec le visage qui veut complètement dire « Oh merde! Oh putain, je suis dans la merde !» Est-ce que c'est pas déjà ultra badass que d'apprendre ça face à un homme dans sa position, arborer un tel visage? Il ferait des petits pets de pression que ça me surprendrait même pas. Sur la scène suivante, Vigo convoque son fils et lui pète la gueule. Oh oui, oh c'est satisfaisant ça. Vas-y, recommence pour voir. Oh la catharsis. Et là, on a droit au clou du spectacle de l'introduction badass. On apprend que John a bossé un moment pour Vigo, que l'on surnommait... We called him Baba Yaga. Bien qu'il était plutôt... He was the one you sent to kill the fucking boogeyman. Et évidemment, le fameux... I once saw him kill 3 men in a bar. With a pencil. Et puis le mec dit plus ou moins à son fils T'es foutu ma gueule. Tout ça en parallèle de John qui déterre sous une dalle de béton l'armement et de mystérieuses pièces jaunes. Très bien, revenons un peu sur ces scènes. Pour rendre un personnage badass, une composante intéressante, c'est de lui créer une légende, de le rendre badass aux yeux des autres personnages du récit, voire même carrément effrayant à leurs yeux. Et je trouve personnellement que dans John Wick, c'est extrêmement bien fait. Après, derrière, une autre composante, c'est de ne jamais faire le personnage démentir ses faits. Car sinon, ça retombe comme un soufflé.
comme par exemple dans la série Supernatural, où les frères Winchester ont une solide réputation de chasseurs de monstres, mais où à chaque épisode, ou presque, ils survivent par chance, après que le monstre les ait démontés, puis capturés, et qu'il ne les ait pas tués directement par hubris ou par pure connerie. Vigo appelle John pour tenter de le calmer, et celui-ci ne prononce pas un mot et lui raccroche au nez. Vigo envoie des hommes pour dézinguer John, celui-ci se prépare et enfile son costume. La scène démarre et Baba Yaga entre en action. Et il est tout ce qu'on nous a décrit, précis, concentré, incroyablement stylé, violent, froid, avec un style de combat mélange de jujutsu et de judo visant à tuer avec tout ce qui lui tombe sous la main. John les éclate tous et continuons sur la voie du badass avec la police qui se ramène, voit les corps, se contente de lui demander s'il bosse à nouveau et le laisse tranquille. Oh boy! John contacte par la suite un certain Charlie, une connaissance apparemment, qui vient complètement nettoyer l'appartement de John de tous ses cadavres en échange des fameuses pièces. Comme on peut constater, une forme d'esthétisme et de minutie se dégage de plus en plus de cet univers, et la sensation que c'est un monde qui a beaucoup de vécu. Et de nombreuses choses à nous faire découvrir sur son fonctionnement et sur le passé de John, ce personnage clairement établi dans cet univers. Vigo n'est même pas surpris et met une prime sur la tête de John. Il se déplace personnellement pour informer Marcus du contrat et celui-ci accepte. Je le savais, tu es le bouffon vert, tu ne pouvais être qu'un vil traître. John se rend ensuite dans un hôtel où il y croise Miss Perkins, jouée par Adrienne Palicki, une actrice qui a joué dans pas mal de films et séries, mais que moi perso je connais surtout pour son rôle de Bobby Morse, alias Mockingbird, dans Agent of Shield. Oui, j'étais un gros Yankee de Marvel. John est accueilli par Charon, joué par Lance Reddick, un acteur parti trop tôt, que j'ai toujours trouvé extrêmement classe. Charon est ici une référence à la divinité gréco-romaine qui faisait passer les morts à travers le Styx en échange de pièces, un petit indice sur la mythologie de John Wick sans doute. John lui échange donc une pièce contre une chambre. Damn, comment marche ce système? Je ne l'ai pas précisé parce que ça devient un pattern, mais quasiment tous les personnages que John a croisés et va croiser le connaissent. Assez ironiquement d'ailleurs, les seuls qui ne le connaissent pas sont ceux qui l'ont braqué. Un petit coup de souvenir de sa femme pour se donner du courage, avant de se rendre à ce qui semble être un club secret, où il faut une pièce pour entrer. Ce système économique est de plus en plus étrange. Il rencontre ici Winston, joué par Ian McShane. Ici, John cherche la localisation de Joseph. Winston lui rappelle qu'il est interdit de faire son business dans le Continental, donc il ne lui donnera pas l'info. Avant de lui donner l'info secrètement via la barman. Quel coquin ce Winston! En parallèle, on apprend que quelqu'un dans le Continental est prêt à intenter à la vie de John, et on lui promet de doubler la prime si cette personne brise les règles du Continental. Mais on s'en fout car il est temps de péter des bouches, oh yeah! Mais avant, petit moment compassion de la part de John, où il laisse un bodyguard s'échapper, car il le connaît. Il est comme ça, Johnny. Il a le cœur sur la main. Mais les autres peuvent aller se faire foutre! Comment ça, vous connaissez pas Johnny? Alors vous méritez la mort! Tuer, massacrer, violence! Scène importante. Une minuscule évolution pour Joseph. Il passe d'un sale gosse rempli de fierté qui se sent invincible et au sommet du monde à un sale gosse qui réalise son impuissance lorsqu'il croise le regard du Baba Yaga et fuit comme une petite pute pour sauver sa misérable existence. Il parvient, cela dit, à s'échapper et John se retrouve quelque peu mal en point à cause d'un sbire plus fort que les autres. Mais bon, une chute d'un étage qui pourrait vous péter la colonne vertébrale, ce n'est rien de plus qu'un samedi soir pour John Wick. Il se fait donc soigner, et directement après on retrouve Marcus qui installe minutieusement son sniper et vise John. Monstre de bouffon vert, comment oses-tu? Cela dit, il vise juste à côté de la tête de John pour l'alerter de l'arrivée de Perkins dans sa chambre. Tu es un goat, Marcus, je n'ai jamais douté de toi.
J'ai dit jamais. S'ensuit un combat acharné contre Perkins qui se conclut par John qui l'assomme et la confie à un certain Harry. Encore une connaissance que, voulez-vous, ça va dans le package de la badasserie. John a obtenu de Perkins l'info concernant la bonne grosse thune de Vigo. Il s'en va donc la brûler. Faut pas chercher, Johnny. Perkins s'échappe et tue Harry. Non, pas Harry. Ok, je le connaissais pas, mais il avait l'air sympa, quoi. En plus, il était stylé, merde. On arrive bientôt à la scène qui m'a fait péter un câble. John lance un assaut sur Vigo, et durant le combat, John se fait assommer. Et c'est là que se produit le drame, pour moi, je précise. Vigo a John à sa merci, et au lieu de le tuer directement, parce qu'on a clairement établi que Vigo est effrayé par John et que John vient de lui coûter toute sa fortune et qu'il est déterminé à tuer son fils, il ne tue pas John sur le coup. Oui, je comprends le délire comme quoi il veut lui parler avant, parce qu'on a également établi qu'il avait beaucoup de respect pour lui, ce qui campe Vigo comme un personnage avec une certaine forme d'honneur ou de noblesse. Mais pour moi, c'est trop gros, quoi. J'ai l'impression de voir ça. Patron, on a assommé John Wick. On le liquide? Non. Attachez-le et attendez qu'il reprenne conscience. J'ai à lui parler. Mais enfin, patron, il a tué 50 de vos hommes, vous a fait perdre tout votre argent, vient d'essayer de vous buter, il veut tuer votre fils, et en plus, il est super compliqué à buter, ce bâtard. Je sais. Mais je vais lui dire qu'on est maudit, tout ça. C'est super poétique, t'inquiète. Le scénario veut que vous mouriez, c'est ça? Oui. Voilà. C'est cette scène qui m'a sorti du film la première fois. Parce qu'ils avaient fait un travail exceptionnel pour t'installer ce personnage comme extrêmement badass, craint de tous, une légende vivante parmi les assassins, le mec. Alors voir le mec qui clairement est effrayé par lui depuis le début du film, ne pas le tuer à la première occasion qu'il a quand le gars est inconscient devant lui, ça m'a sorti du film. Bien que je dois tout de même admettre que la scène suivante reste bien marquante quand j'ai vu les couilles en acier du gars qui lui balance. So you can either hand over your son, or you can die screaming alongside him! Dans cette position, excusez-moi du peu. Oui, j'ai une faiblesse pour la badasserie, j'admets. Je note tout de même que j'adore le jeu d'acteur de Michael Nyqvist, l'interprète de Vigo. Il rend son personnage étrangement sympathique avec ses variations de ton et son humour. Tu as presque l'impression qu'il relâcherait vraiment John si celui-ci ne voulait pas trucider son fils. John est sauvé à la dernière minute par Marcus et démonte le super sbire qui lui avait pété les côtes la dernière fois. Oh, comme c'est surprenant. Il s'empresse donc de rattraper Vigo pour le forcer à lui donner l'emplacement de son fils. Comme c'est con, Vigo. Comme quoi, ça aurait peut-être été mieux de le tuer direct, non? Et du coup, John éclate tout le monde et bute Joseph, sans lui laisser finir sa dernière phrase. Par la suite, John quitte le Continental et remercie Marcus. Puis celui-ci se fait tuer par Vigo et Miss Perkins. Non sans un certain panache, j'admets. Vigo ayant prévenu John, celui-ci décide de se venger. Encore une petite scène où Miss Perkins se fait exécuter menu parce qu'on déconne pas avec le Continental, un élément de lore qui trouvera son importance dans les suites. Ce coquin de Winston indique à John l'emplacement de Vigo et celui-ci décide d'aller lui niquer ses grands morts, lui et toute sa femme. Ah non, c'est vrai, il s'est occupé de sa famille avant. Durant le combat, on constate que Vigo est en roue libre complète. John éclate tout le monde sans trop de surprise et pendant le combat final avec Vigo, il se plante tout seul, ok, et il le termine. Celui-ci lui dit on se reverra avant de mourir, impliquant en enfer bien entendu. On arrive donc à la fameuse scène du début, où un John mourant décide de se relever, se soigner, choper un autre chien au passage, pour enfin rentrer chez lui. Fin. Alors, que conclure de tout ça, hein? John Wick est un hommage évident au film d'action, en démontrant un énorme respect dans la réalisation de ces scènes d'action. Le film installe également une forme d'esthétisme avec tous ces personnages qui respirent la classe.
Je trouve également ça intéressant à quel point on est en empathie avec John, qui pourtant recherche ni plus ni moins qu'une basse vengeance dans le film, bien que celui-ci recherche peut-être également une forme d'espoir, de raison de continuer à vivre, qui était à la base représentée par Daisy, qu'on lui a arraché. Après, on parle d'un tueur à gages qui a été tellement prolifique qu'il est une légende dans le milieu. Il est logique que son système de valeurs n'ait rien à voir avec le nôtre. C'est même assez marrant de constater que techniquement l'antagoniste Vigo a des raisons plus nobles que lui, à savoir protéger et sauver la vie de son fils, aussi vil soit ce petit con. Et comme je l'ai dit, je le trouve très intéressant, voire attachant. On voit qu'il aurait simplement voulu que John passe l'éponge et qu'il le respecte autant qu'il le craint. De manière générale, tous les acteurs font un excellent travail et apportent des éléments à leurs personnages qui font qu'ils sont palpables. Perkins est une sadique, Joseph un petit con qui passe d'arrogant à effrayé, Sharon et Winston pètent la classe, Marcus touche par sa loyauté, et même le bras droit de Vigo a une personnalité palpable avec ce running gag où le gars en a plein les couilles qu'on parle russe alors qu'il comprend pas. Honnêtement, je ne suis pas surpris du succès du personnage de John Wick, compte tenu de la maestria avec laquelle il a été introduit, même au niveau de son lore qui intrigue avec le Continental. Très bien, cet avis touche à sa fin. J'espère au moins avoir réussi à partager mon admiration pour cette œuvre. N'hésitez pas à vous abonner, à tirer dans la tête de la cloche, checker les autres vidéos et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.